Bonjour à tous, bienvenue à cette rencontre, le design en action. Aujourd'hui, donc, nous allons parler d'intelligence artificielle. Nous accueillons Tom. Bonjour Tom. Bonjour Johan. Tom de l'agence Unit, donc, qui nous a accompagnés dans un projet avec le Cebalist. Alors aujourd'hui, nous accueillons donc au Lumen. Le Lumen, c'est donc une bibliothèque, mais aussi des lieux, des espaces de travail et aussi des nouveaux outils que nous sommes en train de mettre en place au Design Spot. Donc je vais vous les présenter un petit peu plus en détail juste après. Donc le Lumen, c'est vraiment un bâtiment tout neuf dans lequel on vient d'emménager. Donc c'est un espace où ici même nous sommes dans le forum du Lumen où nous ferons maintenant désormais toutes nos conférences. Et vous avez tout un tas d'espaces aussi de travail. Et puis, comme c'est une bibliothèque, nous avons tout spécialement, grâce à Pierre, sélectionné un ensemble d'ouvrages en lien avec la thématique des intelligences artificielles, aussi du codage et du design d'interface. Alors, dans ce nouveau lieu, nous avons installé une matériothèque, donc un outil que vous pourrez utiliser qui permet en fait de découvrir des nouveaux matériaux, des matériaux innovants. On aura à peu près 400 matériaux dans un premier temps. On viendra étoffer au fur et à mesure cette matériothèque. Et vous pourrez aussi accéder à plus de 9000 références sur une base de données numérique pour découvrir justement des matériaux qui permettront peut-être de répondre à des problématiques auxquelles vous avez besoin de répondre dans le cadre de vos projets. Alors, le Design Spot, c'est aussi donc des ateliers. Nous animons ces ateliers maintenant au sein du Lumen. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est sur notre site internet que ça se passe. Et vous avez donc les conférences. Les conférences, initialement, en fait, nous invitions des designers, comme ici Frédéric Cadet de l'agence EcoDesign, qui nous parlait justement de son approche du design pour intégrer l'environnement. Donc ça, toutes ces conférences sont encore visibles sur notre chaîne YouTube. Et nous sommes en train de transformer justement cette programmation. C'est pour ça que maintenant, nous faisons des conférences plus en lien avec les projets que nous pouvons accompagner au Design Spot. Alors, les prochains événements que nous avons programmés, vous avez donc le 18 janvier, alors là, c'est un événement important, c'est l'inauguration du Lumen. Vous avez ensuite le 25 janvier un atelier C'est quoi le design. Le 1er février, une rencontre donc, qui est sur le même format que celui que vous allez voir aujourd'hui. Une rencontre ici sur le projet Oscar que nous avons réalisé avec l'INRA et avec l'agence de l'atelier universel. Et le 8 février, nous ferons donc une conférence avec Frédéric Pain de l'école de design l'ENSI, les ateliers à Paris. Donc vous pourrez vous inscrire à l'ensemble de ces événements sur notre site internet designspot.fr. Vous pourrez aussi accéder à un ensemble d'informations sur les projets que nous avons pu accompagner, nos différentes missions. Alors, dans le cadre de nos missions d'accompagnement, nous avons accompagné un grand nombre de porteurs de projets, de laboratoires, mais aussi de startups. Vous pouvez voir ici un aperçu en fait de projets accompagnés. Alors, vous pouvez voir qu'il y a une grande diversité d'accompagnement. On accompagne vraiment sur tous les champs du design, que ce soit du design d'interface, de l'identité visuelle, du design de produits, du packaging. Donc, c'est dans ce cadre de ces accompagnements-là que nous avons invité aujourd'hui donc Tom de l'agence Unit pour parler d'un projet plus spécifique que nous avons accompagné pour le Cebalist. Donc, le Cebalist, c'est un laboratoire du CEA qui travaille plus spécifiquement sur l'intelligence artificielle, l'industrie du futur et la confiance dans le numérique. Donc, ces différentes thématiques sont travaillées par leurs équipes et ils ont souvent besoin de présenter les différentes technologies par des démonstrateurs. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons accompagné le CEA pour développer un démonstrateur sur une technologie d'intelligence artificielle. Donc, c'est le laboratoire DILS que nous avons accompagné avec Augustin et aussi toutes les équipes du laboratoire. Et également Anne Tessandier qui est en charge du showroom du CEA. Et donc, elle a des besoins très spécifiques justement par rapport à ces démonstrateurs qui permettent d'expliquer les différentes technos qu'ils développent. Alors, je vais laisser la main maintenant à Tom
Tom, bienvenue, merci beaucoup. Merci. Je vais te passer donc la télécommande et puis je vais te laisser te présenter et présenter l'agence Unit. Merci en tout cas à toi d'être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup, Johan. Bonjour à tous et à tous. Je suis très content aujourd'hui de venir vous parler d'un projet qu'on a mené de juin 2022 à avril 2023, donc quasiment durant un an, avec Augustin Lemel, comme le disait Johan, qui est un chercheur au CEA List, pour travailler autour d'un logiciel qu'il a développé qui permet de tester la robustesse d'intelligence artificielle. Donc c'est un projet qu'on a mené également avec donc, Anne Tessandier, la responsable du showroom du CEA List, et Johan au sein du Design Spot. Donc avant de parler du projet, je vais revenir un tout petit peu sur qui je suis et qui on est chez Unit. Unit, c'est une agence de design que j'ai cofondée avec Roman sur cette photo il y a un peu plus de 4 ans. On a des profils qui sont assez variés et qui sont intervenus sur le projet, qui vont du design d'expérience utilisateur au design industriel. Et vous verrez que notamment le projet Pirate représente un petit peu ces différentes disciplines. Chez Unit, on accompagne différents types de projets, notamment dû au fait que Roman et moi ayons effectué des formations en design et en ingénierie. Donc Unit, pour plusieurs unités, une qui s'intéresse à la question du design de produits physiques et numériques, qui est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. On travaille pour des startups du milieu médical, mais également des laboratoires de recherche et des institutions publiques. On pratique également une activité de recherche au sein d'une association qui s'appelle Research Unit, qu'on a fondée il y a un peu plus d'un an et demi, qui a pour vocation de publier des contenus éditorialisés et de nous offrir aussi la possibilité de prendre un petit peu de recul par rapport à notre pratique en allant discuter avec des théoriciens, des chercheurs, des plasticiens, des artistes. Et on a une troisième activité qui s'intitule XP Unit pour Experience Unit, au sein de laquelle on travaille plutôt sur des dispositifs à plus grande échelle, donc au niveau de la scénographie, où on travaille sur des installations artistiques qui mettent en jeu des principes technologiques à la fois pour des musées, des institutions ou des clients privés. Pour rentrer un petit peu dans le projet Pirate, ce que je voulais faire, c'était commencer par vous présenter un petit peu l'état des lieux quand on est arrivé. Donc, on a rencontré Augustin Lemel, qui est du coup chercheur au CEA, qui nous a présenté un software qu'il avait commencé à développer sur Python, qui permettait de tester la robustesse d'intelligence artificielle. Et notamment, il nous a montré là où il en était en termes d'interface graphique, donc principalement une chaîne d'actions qui permet de tester l'enchaînement de différentes actions qui vont être effectuées par le logiciel, et également des premières bribes d'interface de contrôle qui permettaient du coup de contrôler et de jouer un petit peu avec ce logiciel. Donc à la fois au niveau des contrôles de paramètres et également au niveau de fenêtres de visualisation de résultats. Donc là, c'est Augustin qui avait donc réalisé ces premiers écrans. Donc là, il n'y a pas du tout... voilà, c'était vraiment ce qu'il vous proposait, lui, et ça expliquait quel était son besoin avec une présentation de cas d'usage et puis le résultat de ce qu'il pensait être intéressant, en tout cas, comme représentation graphique. Ouais, tout à fait. Et c'est d'ailleurs, comme tu le dis, un des points d'entrée qu'on a eu sur ce projet-là, les cas d'usage sur lesquels travaillait Augustin, qui nous permettent du coup d'expliquer de manière assez concrète le fonctionnement de Pirate, à la fois à des industriels qui pourraient l'utiliser, mais également à des publics plus variés. La première étape qu'on mène et qui est assez importante dans la démarche de design, notamment appliquée à la conception de démonstrateurs, c'est vraiment de comprendre les enjeux à différents niveaux, donc les enjeux de la technologie qui est développée, mais également les enjeux de monstration qui vont être liés au showroom. Donc concernant les enjeux techniques, je vais les présenter assez succinctement, puisque l'idée aujourd'hui est plutôt de vous parler de l'intérêt du design comme démarche d'accompagnement de conception de démonstrateurs. Pirate, c'est un logiciel qui propose d'analyser des deep neural networks, donc des réseaux de neurones profonds, qui sont une succession de couches d'algorithmes qui permettent de classifier des informations. Et tout l'enjeu de Pirate, c'est de pouvoir tester la robustesse de ces DNN en fonction de
différents paramètres qui vont pouvoir être modifiés. Donc, dans la lignée de ce que tu disais, Johan, on a assez rapidement discuté avec Augustin de cas d'usage qui permettaient de faire comprendre son dispositif par rapport à des cas de la vie réelle. Donc, on a travaillé avec lui autour de cas d'usage qu'il avait déjà définis. Un autour de l'analyse de trajectoire, qui est un exemple type d'utilisation de DNN, et un autre scénario qui est autour de l'analyse d'images et notamment de tumeurs au sein de sets de visuels. À la suite de l'analyse de ces scénarios, tout un travail va être mené avec Augustin et Anne autour de la mise en forme finalement du fonctionnement du démonstrateur qu'on va concevoir. C'est ici également que le design a un rôle important pour pas seulement mettre en forme le design final d'un produit, mais également créer des outils intermédiaires qui vont permettre de communiquer avec des personnes qui ne viennent pas forcément de la même formation et qui n'ont pas forcément les mêmes connaissances sur le projet. Ce schéma, sans trop rentrer dans le détail, c'est du coup ce qui permet de comprendre les interactions que l'utilisateur et le visiteur du showroom va pouvoir avoir avec le produit et la manière dont le démonstrateur va réagir pour lui faire comprendre le fonctionnement de Pirate. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans les éléments de langage que vous allez utiliser avec justement les chercheurs, c'est que vous allez vous adapter en fait, utiliser les mêmes éléments de langage pour pouvoir vous comprendre et définir ensemble en fait une base de travail sur lequel ensuite on va pouvoir mettre en place toute la partie stratégie, design et représentation graphique et on va voir ce que tu vas présenter. Ouais, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs aussi un moment important parce que c'est finalement dans une phase amont, on a reçu énormément d'informations, un moment où on va aussi être capable d'arbitrer entre ce qui est nécessaire d'être expliqué et ce qu'on va pouvoir simplifier, qui est un processus assez important dans la conduite de ce type de projet. C'est également un moment où typiquement on va avoir les retours de Anne, qui est la personne qui va présenter ses démonstrateurs, qui va du coup nous indiquer la manière dont elle va pouvoir en parler, et Augustin qui est du coup la personne qui a créé finalement toute cette matière, et c'est un point d'arbitrage qu'on va effectuer entre ces deux personnes-là pour choisir justement le niveau d'information qu'on va pouvoir communiquer. Au-delà du niveau d'information qu'on va communiquer, ce qui nous intéresse, c'est aussi la manière dont on va le communiquer. Donc ce schéma qui est un petit peu simple a été la base d'une de nos discussions avec le Design Spot et également le CEA, de comprendre à quel niveau on allait se situer face à un dispositif qui est relativement complexe, qui parle d'intelligence artificielle, et de savoir un petit peu une sorte de cahier des charges simple de conception du démonstrateur. En parallèle de ça, on se rend compte que effectivement, face à ce système qui est relativement complexe, il y a un réel intérêt qui va être autour de la manipulation de ce démonstrateur pour faire comprendre des enjeux au public dans le showroom. Donc pour ça, on s'inspire on tient nos références notamment de Bruno Latour, qui s'intéresse pas mal au principe des boîtes noires, qui sont des systèmes techniques relativement complexes qu'on n'est pas forcément capable de pouvoir expliquer, mais à partir desquels on va donner une information en entrée et récupérer une information en sortie. Et ce qui nous intéresse dans cette vision de Bruno Latour de la technologie, c'est que on retrouve finalement dans Pirate un petit peu ce sentiment-là de ce qui va nous intéresser, c'est finalement cette boîte noire qui est Pirate, d'être capable de pouvoir la faire manipuler aux personnes qui vont venir dans le showroom pour leur faire comprendre les traits de ce logiciel. Ou l'importance des représentations graphiques qui permettent de visualiser ce qui se trouve dans ces boîtes, mais on retrouve trop dans la complexité. Ouais, tout à fait. En parallèle de ça, on va donc également réfléchir aux manières dont, on va réfléchir aux manières qu'on va. En parallèle de ça, on va également étudier les différents principes qui vont nous permettre d'interagir avec ce dispositif. C'est une phase durant laquelle on va notamment aller étudier différents principes de jeu par rapport à un dispositif. Donc, c'est différentes planches qu'on va utiliser pour discuter de manière assez libre avec les équipes impliquées sur ce projet-là. Donc, il y en a quelques-unes à l'écran. Des principes d'évaluation, on va du coup essayer de pouvoir modifier un système pour comprendre la manière dont il réagit. Des logiques de score, on va par exemple essayer d'atteindre un score en modifiant certains paramètres.
Et finalement, à travers ces discussions-là, l'idée, c'est pas d'atterrir sur un type de mécanique de jeu, mais plutôt d'observer ce qui est intéressant dans ces différentes mécaniques-là pour les intégrer dans le dispositif. Suite à ces différentes phases successives qui nous permettent du coup d'affiner et d'arriver à une sorte d'épure fonctionnelle et d'usage du démonstrateur, s'engage une phase qui va être davantage autour de la mise en forme et de la représentation de ce dispositif. Donc c'est généralement des phases qu'on initie en travaillant notamment sur des mood boards qui permettent d'aller explorer des univers à la fois visuels mais également fonctionnels. Donc assez rapidement, on s'intéresse à des outils numériques qui permettent de visualiser le parcours d'information et le fait que l'utilisateur ait une action à effectuer pour les modifier. Donc ici, ce qu'on a à l'écran, c'est notamment par exemple des synthétiseurs modulaires, des logiciels qui permettent de créer des matériaux dans des logiciels de modélisation 3D. Et du coup, c'est une phase qui nous permet de manière formelle et d'un point de vue du fonctionnement, de commencer également à discuter avec Augustin, Anne et Johan sur les bonnes manières de représenter le démonstrateur. Et ce qui est important dans ces phases-là de planche d'univers ou moodboard, c'est que ça permet vraiment de se baser sur des codes graphiques qui sont vraiment dans l'air du temps et qui permettent aussi de montrer qu'on traduit graphiquement ces éléments sur des éléments esthétiques qui sont d'actualité, mais aussi les rendre aussi compréhensibles pour des personnes qui vont utiliser ces éléments-là. Donc faire appel à des choses qu'ils connaissent déjà ou qui sont déjà utilisées, et ça permet vraiment de se projeter dans l'interface graphique qui a été dessinée. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un travail qu'on continue également, pas uniquement sur le fonctionnement global, donc l'agencement des éléments dans l'interface, mais également sur un des points clés qu'on avait identifié au début du projet, qui est la mise en forme du résultat d'analyse de Pirate, qui était la fenêtre avec des carrés verts que vous voyez au début de la présentation. Donc de typiquement choisir si on est plutôt sur quelque chose de plutôt très scientifique, d'assez vulgarisé. C'est donc à ce moment-là qu'on commence à explorer des formes de représentation de données. C'est également un moment finalement où on va venir faire le pont entre l'interface numérique d'un dispositif et son existence physique. À l'initiative du projet Pirate, on sent qu'il y a une volonté et même une envie de faire exister ce dispositif par également un produit physique au sein du showroom. Et donc c'est à ce moment-là on commence également à explorer des outils, typiquement encore des outils qui sont liés à la synthèse modulaire et à la musique pour permettre à l'utilisateur de les manipuler via un objet physique. À l'issue de cette recherche assez large, on mène une phase de synthèse qu'on apprécie chez Units, qui est de définir ce qu'on appelle des piliers en design, qui vont être une sorte de problématisation d'un moodboard qui sinon n'aurait pas forcément beaucoup de sens. Et on en retient 3 pour Pirates. Un axe autour de la manipulation et le jeu, à la fois d'un point de vue du fonctionnement et de la compréhension, comme on en parlait avec Bruno Latour, mais également pour vraiment faire exister ce dispositif dans un showroom. Il y a un enjeu qui nous semble assez important, qui est de conserver une rigueur scientifique, notamment parce qu'on utilise des jeux de données qui proviennent de cas réels, et que les destinataires de ce démonstrateur restent des industriels. Donc c'est important pour nous d'avoir une forme de rigueur par rapport à l'interface qu'on va développer et les codes graphiques. Et le dernier aspect consiste à être capable de montrer la complexité de ce dispositif-là à différentes échelles, à différents calques. Et pour ça, on travaille notamment sur différents niveaux d'information qui vont être présents au sein du démonstrateur, qui vont permettre d'aller plus ou moins loin dans l'explication technique en fonction des publics qui seront présents lors de la visite du showroom. Et alors, ce qui est intéressant aussi, important de préciser par rapport à ce démonstrateur, particulièrement, c'est ce côté justement ludique et l'interaction qu'il y a avec le module en fait, que tu nous présenteras tout à l'heure, le module physique qu'on a ici, qu'on pourra vous présenter en fin de session, qui permet de mieux mémoriser en fait, le démonstrateur
par justement le fait de faire intervenir d'autres sens, donc le toucher et cette manipulation, le côté ludique, plutôt un peu game design, qui fait que les personnes qui vont aller dans le showroom, et Anne va présenter il y a un certain nombre de démonstrateurs, et le fait que certains démonstrateurs aient des éléments physiques tangibles, ça permet aux visiteurs de mieux mémoriser ces démonstrateurs. Donc ça, c'est un point d'entrée qui était vraiment important. Alors, le démonstrateur peut s'en passer, mais quand il peut avoir aussi cette boîtier de commande, et du coup, ça apporte quelque chose de plus pour la mémorisation de ces démonstrateurs. Ouais, tout à fait. Et ce boîtier, vous verrez, on le pense en relation à l'interface qu'on commence à esquisser à la suite de cette phase de recherche. Donc finalement, on se retrouve face à des enjeux, des problématiques qui sont relativement complexes. Et une des références qu'on a bien chez Unit, c'est le travail qui a été mené par Susan Kare dans les années 80 concernant l'interface graphique des premiers Macintosh, qui consistait à concevoir des icônes derrière des principes relativement complexes et relativement abstraits au début de l'ère de l'informatique. Et notre travail s'est inscrit dans la lignée de cette réflexion qu'elle a pu avoir autour de comment représenter de manière simple des choses qui sont un petit peu plus complexes. Donc de manière assez concrète, on a commencé à travailler sur différentes formes graphiques de manière animée pour faire comprendre des principes comme par exemple les paramètres que l'utilisateur allait pouvoir faire varier sur le démonstrateur. Donc on a exploré différentes formes qui évoquent aussi bien la modification de la précision de l'analyse que de la marge qui va être possible. En parallèle de ça, on explore également des représentations plus fixes et plus figées. Donc notamment tout un enjeu qui va être autour de la représentation du résultat final de l'analyse. On en parlait un petit peu avant par rapport au moodboard. Il y avait vraiment un travail à mener autour de la capacité à être synthétique, faire comprendre le résultat, tout en conservant une forme de rigueur scientifique. Le travail qu'on mène du coup a pour issue de créer ce qu'on appelle un design system, qui sont du coup un ensemble d'éléments qui vont permettre de venir construire l'interface et de venir pouvoir ensuite la développer par la suite, comme on verra. Et donc à l'issue de ce travail-là, on réalise du coup un démonstrateur complet qui permet aux personnes qui vont l'utiliser d'effectuer ce qu'on appelle des scénarios. Donc les scénarios que vous voyez au tout début, là on est sur celui du test d'un réseau de neurones d'évitement de collision. Et du coup, on a travaillé sur un agencement des éléments de l'interface graphique qui permet de comprendre et de voir la manière dont les différents blocs sont reliés les uns aux autres et interagissent les uns avec les autres. Et le fait que voilà, le visiteur utilise la solution et règle lui-même, parce que celle-là, c'est pas Anne qui vient jouer avec les potentiomètres avec les boutons pour faire varier les paramètres. Justement, on fait jouer les personnes qui viennent visiter. Et du coup, le fait ce côté jeu fait que tout de suite, ils rentrent beaucoup plus dans le système et ça leur permet de comprendre beaucoup plus efficacement. Comme le temps aussi un peu compté pour Anne dans le showroom, en l'occurrence, mais plus ils comprennent vite, moins elle a besoin d'expliquer par des discours qui peuvent être un peu complexes aussi, parce que c'est quand même des systèmes qui sont complexes. Le fait de ramener ça à quelque chose qui est sous forme d'un jeu et que la personne interagit avec la solution, tout de suite, elle comprend beaucoup mieux, quoi. Alors, c'est beaucoup de travail en amont, mais pour Anne, c'est un temps gagné et puis aussi une efficacité dans le message qui est passé pour les personnes qui viennent visiter le showroom. Tout à fait. Et donc à l'issue de ce travail-là qui du coup met en forme l'interface du démonstrateur, s'initie un petit peu en parallèle un travail également sur la matérialisation physique de ce démonstrateur comme on parlait juste avant. Et de la même manière, ici on va mener une phase un petit peu exploratoire au début pour faire correspondre l'interface physique à l'interface numérique. Donc c'est souvent des phases qu'on va mener en modélisation 3D via des rendus qui permettent justement de comprendre un petit peu l'esthétique de ce produit-là et sa cohérence par rapport au démonstrateur. Donc voilà, donc ça c'était par exemple des premières pistes qu'on avait pu explorer pour
vraiment faire le lien entre ce qui se passait à l'écran et ce qui allait se passer sur le dispositif physique. C'est quelque chose qu'on a également effectué d'un point de vue des marquages sur le dispositif. Donc, on a fait pas mal d'explorations pour justement à la fois indiquer les capacités du dispositif, mais et l'inscrire aussi dans une cohérence esthétique avec l'interface. Et donc, tout ce travail qu'on réalise dans un premier temps sur ordinateur pour justement valider les intentions, on l'affine peu à peu pour être capable ensuite d'aller faire fabriquer ce produit-là d'un point de vue purement industriel. Donc, typiquement, c'était un produit qui est dans un bloc d'aluminium fraisé qu'on est venu dessiner. On a discuté avec des industriels pour comprendre la manière dont on allait pouvoir le fabriquer, mais également toute l'intégration de l'électronique. Donc, comment est-ce que cet objet va communiquer avec une interface physique. Donc voilà, pas mal de travail qui est effectué en essayant toujours de se placer dans une dimension d'industrialisation. On le dessine donc on n'a pas fait 150 démonstrateurs pirates, mais toujours essayer de se placer dans cette démarche de comment est-ce qu'on le concevrait s'il devait être produit à plus grande échelle. Donc un dessin justement des différents éléments pour placer les cartes électroniques à l'intérieur du dispositif. Pour ensuite être capable de venir l'assembler et l'utiliser directement au CEA. Donc voilà, l'idée c'était de travailler sur un produit physique qui évoquait également un petit peu cet univers des synthétiseurs, de pouvoir venir régler différents paramètres. Donc on a notamment travaillé sur un vocabulaire formel qui évoque des choses qui se ressemblent, comme ces deux molettes-là qui vont régler les deux critères principaux, et d'autres qui vont permettre de venir aussi naviguer au sein du dispositif pour avoir accès à plus ou moins d'informations au sein de l'interface. Là, ce qui est intéressant avec l'enjeu, en plus de ce... C'est pas, parce que souvent, les projets qu'on peut accompagner aux ESPA où il y a du design de produit, la plupart du temps, on s'arrête à un produit qui va être un prototype, une maquette juste esthétique, qui projette la solution dans quelque chose de réaliste. Tandis que là, c'est un produit fonctionnel qui a été fabriqué en très petite série, mais qui a été fabriqué avec les vrais matériaux. C'est pas de la résine imprimée en 3D, c'est comme si c'était vraiment industrialisé. Donc là, il y avait un enjeu, en tout cas, de le rendre fonctionnel. Donc il y a eu un gros travail, j'imagine, parce que nous, on ne se rend pas compte de tout le travail qui est fait par l'agence, pour faire en sorte que ce soit vraiment fonctionnel, quoi, utilisable. Bravo pour ça, entre autres. Donc voilà, à la fin, on arrive à un dispositif qui permet aussi différents types d'usages. On sait que par exemple dans un salon, parfois, rien qu'avoir un objet posé sur un stand, c'est quelque chose qui fait venir des personnes. Donc effectivement, on sait que ce dispositif, il est pratique, il est portable, on peut le mettre sur un stand. Mais en fait, cette interface, elle peut être aussi utilisée sur un iPad si on est dans des configurations qui sont un petit peu plus légères. On n'a pas forcément de place pour placer les éléments. Et donc à la fin, c'est vrai qu'on a essayé de livrer un système assez complet qui répond aux enjeux de démonstration au sein du showroom, aussi démonstration de Augustin en tant que chercheur pour aller montrer ce qu'il a développé à d'autres personnes, et également sur des salons. Et il y a en plus avec OCEA, ils ont un enjeu aussi au niveau des différents démonstrateurs qu'ils peuvent développer et qu'on accompagne. On ne les accompagne pas tous, mais on en accompagne un certain nombre avec Anne dans leur développement. C'est aussi de faire en sorte que ces démonstrateurs soient accessibles aussi directement sur Internet, quoi. C'est effectivement installé sur un ordinateur qui est présenté au showroom. Augustin peut l'emmener avec lui sur son ordinateur, et puis il y a aussi la possibilité de mettre le module de commande ou de passer en direct en mode tactile sur l'écran pour régler les paramètres. Donc il y a aussi cette portabilité qui faisait partie du cahier des charges et qui donc nécessitait des développements. Donc ça oriente aussi les développements de l'interface. Et là, vous avez travaillé donc avec... là, les développements n'ont pas été faits au sein Non. Ouais. On a travaillé avec des développeurs qui du coup ont intégré toutes les maquettes qu'on avait pu réaliser. Et à l'issue de cette phase-là, on a du coup livré le code source à Augustin. Et de la même manière qu'on a créé un design system pour les éléments graphiques, l'idée c'était que lui ensuite puisse venir potentiellement ajouter des cas d'usage. Aujourd'hui on en a 2, ou venir affiner des cas d'usage en ayant par exemple plusieurs jeux de données qui pourraient être testés et lui permettre ensuite potentiellement d'augmenter au fur et à mesure ce démonstrateur. Et là, c'est vrai que ce qui était pratique
pour le CEA, c'est que c'est vous qui avez géré toute la partie, le lien avec le développeur. Donc pour nous aussi d'ailleurs, parce que le Design Spot, dès qu'il y a du développement, on ne s'implique pas dedans parce que en fait, ça demande un temps conséquent. Et les prestations que l'on fait, parce que c'est de la prestation, donc on est rémunéré par le CEA pour faire ces prestations-là. On rémunère aussi, c'est nous qui rémunérons l'agence Unit, en tout cas sur les parties où il n'y a pas de développement, sur les parties design. Par contre, dès qu'il y a du développement, soit on laisse le porteur de projet le soin de trouver un développeur et de faire la partie suivie. Alors, on reste bien sûr présent dans la boucle, on reste là en conseil, mais ce n'est pas nous qui faisons tout le suivi des développements. C'est parce que c'est vraiment coûteux en temps. Et là, donc le CEA est passé directement avec l'agence Unit pour la suite des développements. Nous, le Design Spot, on va s'arrêter aux maquettes, aux prototypes design. Et ensuite, dès qu'il y a du développement, voilà, c'est quand même... j'imagine que ça vous a pris un certain temps. Et puis, il y a aussi... il faut trouver le bon développeur qui va pouvoir intégrer justement ces aspects design de manière fine. Il y a la partie fonctionnelle du système pour le développer. Donc là, c'est les compétences techniques du développeur. Mais après, il y a justement cette sensibilité design, esthétique, où le développeur l'a souvent un peu moins. Alors, ça dépend des développeurs, mais il faut trouver le bon partenaire qui va savoir intégrer cette partie design, parce que ça se joue sur des détails. Toute l'interface, telle que vous le voyez là, c'est des polices de caractères, des espacements entre les différents éléments. Ça se joue au pixel, donc c'est assez fin et assez voilà. Là, maintenant, il y a des logiciels qui permettent de travailler beaucoup plus de manière plus fluide avec les développeurs. Je ne sais plus quel logiciel vous allez utiliser. Nous, on travaille beaucoup sur un logiciel qui s'appelle Figma, qui permet justement de favoriser un petit peu la collaboration à la fois avec des développeurs et même c'est un outil collaboratif. Et donc typiquement, là, quand je vous parlais des transitions entre les différentes étapes, c'est un logiciel qui nous a permis aussi de partager des maquettes des écrans pour que Anne et Augustin fassent des retours assez efficaces et assez précis sur les différentes parties. Nous, on s'est pas mal servi du logiciel-là typiquement pour avancer. Ça, c'était sur la partie interface. C'est vrai qu'il y a pas mal d'écrans qu'on ne voit pas, qui ne sont pas présentés là. Mais comme l'a dit Tom, c'est que Anne, quand elle présente en fait ce démonstrateur au showroom, en fonction du temps qu'elle va avoir à disposition et des personnes à qui elle va présenter la solution, elle va pouvoir prendre des raccourcis où elle va pouvoir détailler plus parce qu'elle va avoir accès en fait à des boîtes de dialogue, des informations complémentaires qui ne sont pas montrées ici, mais il y a des textes qui présentent plus en détail la technologie, par exemple. Donc ça, c'est d'avoir des parcours, de ne pas avoir un parcours linéaire, parce qu'en fait, on a vu, ils avaient des démonstrateurs qui étaient très linéaires dans la présentation. Et du coup, on ne pouvait pas en sortir facilement, ou on ne pouvait pas prendre des raccourcis. Et c'était très contraignant pour Anne, parce que du coup, elle était obligée de dérouler. Alors, elle était obligée de chanter certaines parties, passer assez vite certaines parties, puisqu'elle n'avait pas forcément le temps. Mais du coup, c'est un petit peu frustrant pour les personnes qui viennent découvrir ces démonstrateurs. Là, l'avantage, c'est qu'effectivement, soit on va directement sur le côté, on vient jouer avec l'interface, soit on peut passer par un parcours où on va détailler plus en détail, on va détailler la solution de manière plus technique, quoi. Donc ça, c'est aussi un des enjeux importants quand on fait des démonstrateurs. Et puis, il y a le produit qui est là, qui est magnifique. On va pouvoir, vous pourrez venir le manipuler après la présentation. Alors, c'est un proto, nous, on n'en a qu'un au Design Spot. Donc, c'est un produit qui est en aluminium massif. Vraiment, c'est comme un produit fini. Tout a été travaillé, même le dos est super bien travaillé. Donc, je pourrais le montrer. Alors, on peut voir derrière, pour les personnes qui sont en ligne, si vous voulez le voir plus en détail, ce produit. Donc, je ne sais pas si vous le voyez en ce moment. Non, voilà. On ne le voyait peut-être pas très bien, mais voilà, c'est un produit qui vaut la peine d'être manipulé, parce qu'il est vraiment très très bien travaillé, jusqu'à les petits crans quand on vient tourner les molettes. C'est vraiment un travail très très fin qui a été fait par l'agence Unit. Merci. Et peut-être pour reboucler sur la thématique donner corps à l'IA, c'est vrai que je pense que finalement un des schémas qu'on vous a présenté, qui était peut-être le plus simple, mais un des plus évocateurs pour nous, c'est effectivement d'être capable d'arbitrer entre
quelque chose qui va être vraiment de l'ordre du ludique et quelque chose qui va être beaucoup plus de l'ordre du technique. Et je pense qu'en réalité, ce curseur est pas linéaire et peut se déplacer d'autres manières. Et je pense que ce qu'on a essayé de construire tout au long du projet, c'était un arbitrage qui permettait de valoriser de la meilleure des manières la recherche qui avait été faite par Augustin et la manière dont ça venait rencontrer aussi un parcours explicatif qui est celui d'Anne. Et je pense que quand on est face à des sujets tels que celui-ci, dont on n'est pas tant rentré dans le détail en termes d'intelligence artificielle, c'est un des enjeux majeurs, je pense, qu'il est nécessaire de réussir à traiter au sein de ces démonstrateurs. Et ce qui est intéressant, et c'est par rapport justement au parcours un peu particulier des membres de l'agence Unit, surtout toi et Roman, c'est que en fait ils ont fait un double cursus de l'ENSI, l'école de design sur Paris, et puis c'est un master à Centrale un master en ingénierie des systèmes complexes qui est du coup à Centrale Supélec, pas très loin d'ici, et qui nous a du coup permis de comprendre un petit peu les enjeux du design et de l'ingénierie. Et du coup, on est très heureux de pouvoir traiter de ce type de sujet, notamment avec des chercheurs en venant un petit peu de ces deux milieux-là. Oui, surtout que Centrale Supélec est juste, juste à côté. Juste à côté, ouais. Tu avais peut-être des étudiants de Centrale Supélec là. Non, vous n'êtes pas de. D'accord. Mais voilà, donc là, c'est aussi. Nous, on collabore aussi avec Centrale Supélec, donc avec Bernard Yanou et François Cluzel, qui étaient du coup tes professeurs. Ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment chouette de pouvoir finalement présenter un projet que vous avez dessiné au sein de l'Université Paris-Saclay. Donc, en tout cas, super, on est très satisfait de la prestation et de ce qui a été réalisé. Alors, on va pouvoir passer à une séance de questions-réponses si vous en avez. Il nous reste un peu plus d'un quart d'heure, donc ça va, on est très bien. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne. Je me tourne vers la régie. Donc, il n'y a pas encore. Bon. Bien, si vous avez des questions, allez-y, vous pouvez les poser à Tom ou à moi. Alors, on a beaucoup déjà c'est plus pour le design spot pour l'instant. Vous avez dit que le design spot était l'instance qui pouvait faire l'identification de la bonne agence par rapport à la problématique posée. Ça représente combien d'agences dans le panel, je dirais? Alors, c'est la question, parce que les personnes en ligne ne entendent pas forcément, donc je vais redire la question. Donc, c'est savoir quel est le panel d'agences auquel nous, on peut faire appel et le processus. Ok. Est-ce que vous présentez, est-ce que vous donnez un choix par rapport à la problématique? Comment ça se passe? Alors, nous, on a des designers qu'on connaît déjà, avec qui on collabore régulièrement. Donc, la plupart du temps, on se dit « Ah bah oui, ce serait bien que ce projet-là, on pourrait le travailler avec telle et telle agence ou tel et tel designer. » Donc, on travaille avec des petites agences et des designers freelance, essentiellement. Et en fonction du besoin, soit tout de suite, on identifie les designers, puis nous, on va très vite faire une demande de devis à ces prestataires. Et puis ensuite, on présente les différents devis. Alors, c'est vrai que des fois, on présente plusieurs. Alors, quand on ne sait pas avec qui on veut travailler, on présente plusieurs possibilités aux clients. Donc, à notre client, en l'occurrence, pour Pirate, c'était le CEA List. Mais la plupart du temps, on sait avec qui. Une fois qu'on a fait les demandes de devis, parce que nous, on est contraint de faire, en fonction du coût de la prestation, de faire au moins 3 demandes de devis. Et ensuite, à partir de là, nous sélectionnons le designer avec qui nous voulons travailler. Et ensuite, le client travaille avec le design spot. Et nous missionnons un designer externe. Après, on ne tient pas à être indispensable. C'est-à-dire que si le CEA veut travailler en direct avec l'agence Unit, nous, on sera très contents. Voilà. C'est ce qui s'est passé sur la deuxième partie du projet, où c'était un peu une stratégie stop and go. Et à l'issue d'une maquette cliquable qu'on a fait valider par le CEA, il y avait une option qui était on se contente de la maquette cliquable parce qu'elle nous permet de valider et d'expliquer les scénarios sur des salons. Et une autre qui était on a été quand même assez loin, on aimerait bien maintenant quelque chose qui soit développé pour potentiellement l'augmenter. Et là, on a du coup discuté en direct avec le CEA. Je vais quand même aussi poser une question d'ailleurs, précisément, parce que je vais porter la voix aussi pour que éventuellement ce soit entendu en ligne. Quand vous, est-ce que
allez travailler sur un proto, 2 protos, un pour le design spot, un pour le showroom de NanoInnov. J'ai eu la chance de le manipuler. Et si, quand il y en a plusieurs, est-ce que c'est pas intéressant pour l'agence de pouvoir travailler sur plusieurs avec une mutualisation où on pourrait se dire on va disséminer quelques démonstrateurs, ajouter l'intérêt d'un certain nombre d'endroits pour faire davantage. Oui, donc la question, parce qu'on n'entend pas très bien en ligne, la question c'est, parce que les micros ils sont là en fait, la question c'est effectivement donc quand on fait du prototypage, c'est voir si on peut donc mutualiser un nombre de démonstrateurs pour pouvoir faire une économie d'échelle, en tout cas d'un point de vue d'entrée de jeu. En fait, c'est un des scénarios qu'on avait envisagé pour Pirate, il me semble, où effectivement, même sur des petites échelles, on savait qu'entre en faire, je crois, 3 dès le premier coup, ou en faire un puis un autre dans 6 mois, en termes de coût, c'était beaucoup plus intéressant d'en faire 3 maintenant. Et du coup, je crois dans mon souvenir, on a justement un peu poussé pour qu'il y en ait plusieurs qui soient faits assez rapidement. Ouais. Oui, aussi nous, on en a commandé un. Le Design Spot avait besoin de pouvoir montrer ce projet-là, entre autres dans des expositions qu'on fera plus tard. Donc là, on a fait, il y avait une commande de 3 qui avait été passée. Maintenant, c'est vrai que c'était pas plus. De 1 à 3, il y avait vraiment une grosse différence. C'était peut-être pas si énorme. Je me souviens plus exactement, mais en tout cas, on sait que nous, c'est typiquement des contraintes qu'on apprécie avoir pour justement être capable d'orienter face à des choix de fabrication. Et typiquement, c'est vrai que cette sorte de toute petite série nous permettait aussi d'aller vers des processus qui étaient assez intéressants, comme par exemple du fraisage d'aluminium, et qui du coup apportaient aussi pas mal de qualité à l'objet. Donc, ça permet d'affiner aussi le cahier des charges. Ouais, tout à fait. S'il y a des demandes qui sont conjointes et qui ne recouvrent pas toujours totalement, peut-être, pour vous, c'est aussi un challenge supplémentaire. Ouais, tout à fait. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tu avais d'autres questions? C'est bon. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Non, il n'y a pas de questions. C'est que clair. Tout est très clair. Ok. Alors effectivement, pour revenir sur la question du prototypage, maquettage. Alors nous, en général, au Design Spot, on aime bien effectivement représenter, quand on fait le design de produit, faire en sorte d'avoir au moins une maquette, un prototype. Alors, il y a deux grands types de maquettes, quoi. Enfin, soit on est sur de la maquette qui sera plutôt faite en résine par des prototypistes qui vont pouvoir travailler un grand nombre de matériaux et qui va faire quelque chose qui va ressembler par exemple à de l'aluminium, où on arrive à aller vers de la petite série. Et dans ce cas-là, ça vaut la peine d'investir et de faire appel à des entreprises qui sont capables de transformer de manière industrielle les matières pour faire un vrai produit. Ça rejoint presque une des dernières questions, on va dire la dernière question que je vais te poser, c'était au moment du mood, vous avez parlé du mood board. Parce qu'un mood board, on sait que ça tient 12 mois, 18 mois à peu près. Est-ce que justement, alors toujours cette question de pouvoir aller vers des matériaux différentes, etc., ça peut permettre aussi de s'abstraire de cette temporalité à laquelle est soumise le mood board, etc., parce qu'on va travailler sur un matériau plus qualitatif. Ouais, tout à fait. En fait, sur cette question-là, effectivement, de la pérennité des mood boards par rapport au choix du design final. Vous voyez, en fait, l'objet final, typiquement, on a beaucoup exploré de possibilités, notamment le fait de le marquer avec de la couleur. Et finalement, en fait, on est arrivé à une sorte d'épure de l'objet pour finalement, déjà parce que parfois, plus un objet est épuré, plus il a de force dans un espace. Et également parce qu'en fait, on souhaitait que ce produit puisse potentiellement évoluer. C'était une des pistes qu'on avait évoquées à un moment de que se passe-t-il s'il y a un nouveau paramètre qui arrive sur Pirate? Que se passe-t-il si c'est plus finalement la précision qu'on veut aller tester, mais quelque chose d'autre? Et en fait, on a diminué au maximum les marquages pour justement être capable d'être assez... d'avoir une sorte de prévoyance sur des futurs usages. Et c'est vrai que ça combine à la fois une réflexion autour de
de la durabilité de l'objet et effectivement de s'extraire un petit peu de tendances qui pourraient être un petit peu éphémères. Ouais, tout à fait. Du coup, oui, c'est vrai que c'est des logiques maintenant. Quand on arrive dans un monde où on a besoin de créer des solutions qui sont plus durables ou qui puissent s'adapter dans le temps, c'est vrai que c'est cette logique-là, on aime bien l'intégrer dans les projets. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'échanges sur cette question-là, des couleurs. Et pourtant, on aurait eu tendance à avoir envie d'aller directement sur. On associe des couleurs entre. Ça permettait de rendre plus efficace aussi le lien visuel entre l'élément qu'on va manipuler et le réglage qu'on allait faire ensuite sur l'écran. Et c'est vrai qu'il y avait un peu une sorte de facilité à aller vers ça. Et puis en fait, en se posant, en réfléchissant, voilà, en se posant les bonnes questions, en disant bah non, mais si effectivement ça évolue dans le temps. Les industriels, ne n'appartiennent pas aux mêmes cultures et la symbolique des couleurs n'est pas la même. Oui, tout à fait. La symbolique des couleurs, c'était une des questions. Ouais. Mais effectivement, typiquement, c'est d'ailleurs même presque un cliché sur le design. Les couleurs symbolisent souvent un petit peu, parfois la vision que les gens ont du design de s'émettre de la couleur sur des choses. Et typiquement, en fait, le travail qu'on a mené grâce au Design Spot avec le CEA, c'était d'être capable de justifier en permanence en fait une sorte de lien logique entre les différents choix qui ont été faits dès le départ, dès les premières discussions avec Augustin, pour que typiquement la couleur qu'on utilise ici soit la même que celle qu'il y a ici, parce qu'en fait on est en train de modifier un paramètre qui est lié à ça. Et c'est vrai que le design a vraiment besoin de se saisir de sa capacité à expliquer la méthodologie, à justifier ses choix, pour justement qu'à la fin on ne dise pas ah en fait je voudrais cette autre couleur là, alors qu'en réalité ça fait partie d'un processus assez complexe qui a été justifié auparavant, quoi. Donc c'était, je pense, un peu l'objet de cette démonstration aujourd'hui, de montrer que le design est quelque chose qui part vraiment des premières discussions jusqu'à la formalisation. Tout à fait. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Il nous reste 8 minutes, donc s'il n'y a pas d'autres questions, s'il n'y a pas de questions en ligne, je vous propose du coup qu'on puisse discuter là entre nous. Voilà, puis si vous voulez poser des questions directement, soit à Tom, soit à moi. Et puis je vais vous passer alors la dernière slide où je présente les prochains événements. Donc un petit rappel. Donc le 18 janvier, donc inauguration du Lumen. 25 janvier, un atelier C'est quoi le design que nous faisons au Lumen. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous aurez ensuite le 1er février la rencontre donc sur le projet Oscar de l'INRA. Et puis pour le 8 février, donc une conférence avec Frédéric Pin, donc la directrice de l'ENSI, l'école de design parisienne, avec qui nous collaborons très régulièrement. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas, et puis je vous dis à très bientôt.